Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Midia Portis-Guérin, avec Jean-Guilain Meige aujourd'hui à la technique et préparés par Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Unger, Geneviève Méric, Claire Delnat, Marine Boistet et Adèle Van Rett. Adèle qui se demandera quelle éthique convient à nos démocraties, avec Alain Renaud tout à l'heure à 10h50 dans le journal des nouveaux chemins. Suite et milieu pour nous ce mercredi d'une semaine sur Rimbaud et autour de lui dans les nouveaux chemins de la connaissance. Rimbaud, le rentier Robinson qui transforme en grotesque tout ce qui lui déplaît, le marchand d'armes et ses haillons pourris, l'indifférence des écorchés, le javanais, le zeugma nourri de fatigue et de café. Après Jean-Luc Steinmetz et Bernard Tessèdre, avant Dominique Noguez, Michel Murat et Yann Frémy, c'est aujourd'hui Pierre Brunel qui est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance, le professeur émérite de littérature comparée à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France Pierre Brunel, à qui l'on doit notamment ce 100 cœurs de Rimbaud, un essai de biographie intérieure paru chez Verdier en octobre 2009, ainsi que la préface et les annotations des œuvres complètes de L'homme aux semelles de vent en livre de poche. À l'horizon de l'infini, nous avons quitté la Terre, nous nous sommes embarqués. Nous avons coupé les ponts, bien plus, nous avons rompu avec la Terre. Dès lors, petit navire, prends garde. À tes côtés s'étend l'océan. Sans doute ne hurle-t-il pas toujours, et parfois s'étale-t-il comme de la soie et de l'or, et comme une rêverie de la bonté. Mais des heures viennent où tu reconnaîtras qu'il est sans limite, et que rien n'est plus effrayant que l'infini. Oh, pauvre oiseau qui t'es senti libre et qui désormais te heurte aux barreaux de pareille cage. Malheur à toi si le mal du pays te saisit, comme s'il y avait eu plus de liberté là-bas, alors qu'il n'est plus de terre. Bonjour Pierre Brunel. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Merci beaucoup. C'est toujours une joie de vous accueillir. Le texte que je viens de lire n'est pas de Rimbaud, il est de Nietzsche. C'est dans le Gai Savoir et c'est quand même extraordinaire à quel point Rimbaud et Nietzsche parfois se ressemblent. Le rapprochement est saisissant et déjà les dates d'ailleurs sont saisissantes, ce sont d'exacts contemporains. Je crois que nous allons beaucoup parler du bateau ivre ce matin qui est un poème de 1871, La naissance de la tragédie publié en 1872. Le parallèle est parfait et pourtant ils ne se sont jamais vus, jamais connus, jamais entendus, jamais lus. Jamais vu, jamais entendu, jamais lu, et pourtant c'est la transcendance d'une intuition. Je ne connais aucun Nietzschéen qui n'aime Rimbaud et aucun Rimbaldien qui n'apprécie la puissance poétique de Nietzsche. Et en l'occurrence, l'intuition est commune car on est en présence d'un embarquement, un navire qui s'en va, le navire métaphorique de Nietzsche, qui est la figure du chercheur d'inconnu, c'est-à-dire du chercheur de connaissances chez Nietzsche, et qui se heurte au barreau de la cage de sa liberté, celui dont on pourrait dire presque en un sens qu'il souhaite que sa quille éclate et qu'il aille à la mer avant peut-être aussi de s'en repentir. Et il y a ces deux figures dans le bateau ivre de Rimbaud, Pierre Brunel. Il y a à la fois le départ et le retour, et là encore deux mots qui consonnent parfaitement avec Nietzsche. Alors on va entendre tout de suite, on va se promener dans le bateau ivre. Le bateau ivre est un poème, je le rappelle à tous nos auditeurs, est un poème extrêmement long. C'est peut-être, en tout cas à mon sens, le plus beau poème de langue française. C'est-à-dire aussi peut-être le plus beau poème du monde, ça, je laisse les autres juges. Le bateau ivre donc, dont on va entendre tout de suite les deux premières strophes, lues par Jérôme Kircher. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Les peaux rouges, criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insouciant de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais,
quand avec mes haleurs on finissait tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Il s'agit ici d'une libération, hein, Pierre Brunel. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Une libération paradoxale. Il va où il veut dans la mesure où il suit le courant. C'est comme si, en épousant une nécessité, qui est la nécessité du courant qui dicte sa trajectoire à un bateau qui n'est plus guidé, le bateau se rendait effectivement où son cœur lui dit d'aller. Vous savez qu'il y a un autre poème de Rimbaud qui s'intitule Mémoire, où on trouve l'expression « le courant d'or en marche ». Et je crois que ça redouble exactement ce que vous venez de dire, même si le deuxième texte est sensiblement postérieur au bateau ivre. Et ce qui me paraît curieux aussi, c'est que cette libération extrême qu'il s'accorde à lui-même. De liberté libre, hein, on en a parlé déjà Voilà, avec Jean-Luc correspond à un moment où, très certainement, il souffre de la privation de liberté. Sans qu'on en soit absolument sûr, c'est un poème qui date du temps de la Commune ou de l'immédiat après échec de la Commune. Qu'est-ce qui le prive de sa liberté? Est-ce que c'est la Commune ou est-ce que c'est sa maman? C'est un peu tout. Ouais. Hein. C'est un peu tout, mais je dirais quand même que pour moi, c'est un moment où il se trouve, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, coincé. Hein. Et alors, il faut cette explosion de liberté, et c'est une explosion qui se produit en vers, et c'est une explosion qui se produit dans un poème long, comme vous l'avez signalé justement, exceptionnellement long chez lui. Et ce qu'il faut ajouter aussi, parce que historiquement, c'est quand même extrêmement frappant, c'est un poème dont la portée a été immédiate. C'est-à-dire que... Qui date de sa première lecture. Hein. Dès sa première lecture, alors je ne pense pas tellement à la lecture à son vieux camarade Charleville, Ernest Delahaye, qui avait de toute façon l'admiration facile, mais quand Rimbaud est arrivé à Paris au début du mois de septembre 1871, et quand Verlaine, qui l'avait accueilli, l'a introduit dans les milieux de poètes parisiens, en particulier chez ceux qui s'appelaient les vilains bonshommes, le poème que Rimbaud a lu a été Le bateau ivre, et nous avons un témoignage, c'est-à-dire une lettre d'un de ces vilains bonshommes à un autre, la lettre de Valade, disant ça a produit un effet extraordinaire, on a eu l'impression d'un génie parmi nous. Et effectivement, c'est une lettre qu'on a entendue d'ailleurs hier. Encore un point sur cette libération paradoxale, cette liberté libre. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais, c'est le 8e vers. Il commence par descendre des fleuves impassibles, donc on a le sentiment qu'il descend des fleuves impassibles, il congédie les fleuves impassibles en descendant, il vient des fleuves impassibles pour se rendre vers une eau plus tourmentée, et puis les fleuves donc, quelques vers plus loin, le laissent descendre où il veut, et paradoxalement, j'en reviens à ce point très étonnant d'une nécessité, la nécessité d'un courant où tout coule, et d'un courant qui coïncide miraculeusement avec une volonté. Je me demande si on n'a pas là une métaphore du poème lui-même qui se trouve dans une structure extraordinairement classique, Oui. témoignant de la maîtrise de l'auteur sur son objet, une structure classique qui est au service de la libération et d'une forme d'anarchie intime. Oui, vous savez d'ailleurs que cette caractéristique a parfois étonné, choqué, conduit certains universitaires à chercher de l'imitation dans Le bateau ivre, une imitation d'un poème de Léon Dierx en particulier. Certains ont été jusqu'à reprocher à Rimbaud une forme encore parnassienne pour Le bateau ivre, alors que l'utilisation d'un vers régulier, c'est vrai, n'empêche absolument pas ce mouvement extraordinaire et l'effet si puissant que ce poème exerce encore sur nous aujourd'hui. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que le cerveau d'enfant, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits, sans regretter, l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Pierre Brunel est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi, et c'est du bateau ivre que nous parlons, que nous partons. Encore une métaphore nietzschéenne ici. J'ai dansé sur les flots. Nietzsche aurait cru en un dieu qui saurait danser. Rimbaud se décrit, le bateau se décrit lui-même comme un bouchon si léger qu'il danse sur les flots. Au fond, il est insubmersible. Plus il est léger, moins il est submersible. Et il y aura Pierre encore Brunel. dans les Illuminations cette courte phrase qui se termine par et je danse. Donc une continuité à cet égard, une volonté d'échapper à la pesanteur, une volonté d'être une sorte d'Ariel pour le coup de la poésie. L'Ariel, c'est l'Ariel de Shakespeare en l'occurrence, Oui, dont vous l'Ariel de parlez. Shakespeare, C'est oui. l'esprit libre, c'est l'Ariel de la tempête. C'est l'Ariel de la Précisément. tempête. Oui, 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 et nous sommes aussi, à un certain moment en tout cas du bateau ivre, en pleine tempête. Et oui, la tempête a béni mes éveils maritimes. C'est quand même merveilleux quand on lit de la poésie ou quand on lit Rimbaud et qu'on a une petite connaissance, je ne parle pas pour vous, mais pour moi, d'une petite connaissance de quelques textes classiques autour et de s'apercevoir comme ça de cette coïncidence d'intuition chez des auteurs qui ne se sont pas lus. Et ce qui donne à ce qu'on lit une valeur extraordinaire. C'est pas un jeu d'érudit, c'est au contraire le sentiment que il y a une intuition qui traverse toute démarche et qui est avérée par le fait que quand on ne s'est pas lu, même chez un auteur qui n'a pas lu les autres, le fait qu'il dise en un sens la même chose donne à ce qu'il dit une sorte de force, de puissance presque surnaturelle. Il y Pierre a une Brunel. lecture qui en appelle une autre. Ouais. On est ici dans un registre qui est celui justement de la littérature comparée. Oui, 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 tout à fait. Alors, on continue sur ce poème. Un point quand même sur les taches de vin bleu, les vomissures. Alors, j'aimerais bien dire quelque chose à ce sujet. Mais précisément. Puisque j'ai fait allusion tout à l'heure à la Commune, vous savez qu'au temps de la Commune, qu'il soit venu à Paris ou qu'il ne soit pas venu à Paris, se trouve un poème étrange, extraordinairement différent de celui-ci, qui a porté plusieurs titres, Le cœur supplicié, Le cœur volé, Le cœur du pitre. etc. Et c'est un poème de la vomissure, c'est un poème du dégoût, c'est la représentation de quelqu'un aussi qui est sur une embarcation, et sur une embarcation où il est souillé, et il voudrait échapper au dégoût. Et justement, dans le bateau ivre, ce grand lavage se produit. Ces grandes souillures doivent disparaître avec ce qui n'est pas seulement un éveil maritime, mais véritablement une plongée dans l'univers maritime. Mais c'est d'autant plus paradoxal que l'eau qui le lave est une eau qui, en l'occurrence, pénètre sa coque de sapin, qui disperse gouvernail et grappin, et qui, surtout, est une eau verte. Oui. C'est une eau verte, c'est-à-dire, malgré tout, quand même, une eau souillée. Elle est de même nature que les vins bleus, que les vomissures, que les morves du poème. Et pourtant, c'est avec cela qu'il se lave. C'est comme s'il prenait un bain de boue. Pierre Oui, Brunel. parce que la vraie pureté est ailleurs. Elle n'est pas nécessairement dans la transparence absolue, elle n'est pas dans l'absence totale de couleurs, elle n'est pas dans la neutralité pour Rimbaud. Il n'y a pas de poète moins neutre que lui. En revanche, on a pu reprocher, entre guillemets, à ce texte d'être un peu didactique, d'être clairement, ouvertement allégorique ou métaphorique, et on a pu le reprocher à la faveur du vers qui va suivre maintenant, et des trois strophes qui l'accompagnent. Écoutez. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir.
Avant de voir nous-mêmes ce que l'homme a cru voir, qui vient juste après dans le poème, donc les visions du voyant, avant de se plonger dans ces visions-là, restons dans le commentaire des 3 strophes qu'on vient d'entendre avec vous, Pierre Brunel. Dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. 2 questions. D'abord, mer et poème sont écrites avec une majuscule, comme le Val du dormeur du Val d'ailleurs. Pourquoi met-il ici des majuscules, selon vous, Pierre Brunel? Et deuxièmement, que vaut à vos yeux le reproche de didactisme finalement qui est fait à Rimbaud? Voilà, on est en présence d'une allégorie objective, on a bien compris que le bateau c'était le poète ou la poésie elle-même, et qu'au fond, le dire c'est un peu mettre des clignotants là où ça devrait sembler évident, et qu'au fond on est dans un poème presque théorique. Alors je commencerai peut-être par la fin. D'abord, la présence d'images et même d'images néoclassiques, la lyre par exemple, mais tout de suite dépassée, plus vaste que nos lyres, comme s'il prenait ses distances à l'égard d'une poésie conventionnelle. Quant au poème de la mer, je pense que ce n'est pas du tout un artifice rhétorique ou une volonté qui serait d'ailleurs anachronique de symbolisme, mais c'est un grandissement, c'est une sorte d'élargissement de la vision, et c'est aussi la volonté de montrer que ce qui est poésie, ce n'est pas nécessairement ce qui est écrit. Le poème, pour Rimbaud, ne se confond pas à ce qui est sur la page. Le poème, il est la vie, le poème, il est le monde, le poème, il est tout ce qu'il a pu désirer, tout ce à quoi il a pu aspirer. La mer est elle-même le poème. Vous plaidez ici en faveur d'une lecture quasiment littérale du bateau-ivre, qui n'est pas la moins intéressante d'ailleurs. Oui. Qui serait d'ailleurs la lecture de Lagarde, le petit ami de Michard. Oui, Lagarde oui. qui disait le bateau-ivre, c'est un bateau qui est ivre. Oui, pourquoi pas? Après tout, il faut peut-être commencer par là, mais il faut peut-être terminer aussi par autre chose. C'est que quand Rimbaud n'écrira plus, quand Rimbaud sera dans le désert, il y aura aussi, même s'il n'emploie jamais l'expression, même s'il n'écrit plus à ce moment-là, il y aura le poème du désert tout aussi bien. C'est une façon de vivre jusqu'au bout la vie et de l'exalter, verbe qu'il emploie ici, comme poème. Et puis quand il dit lactescent, il en dit bien plus que si l'on décrivait laborieusement les scintillements lunaires sur une eau à peine troublée par la nuit. En l'occurrence, quand il dit lactescent, en un mot, il concentre et dit et montre bien davantage, quand bien même on s'en tiendrait justement à l'image littérale. Oui, il en dit bien davantage de la mer qu'une description patiente. Il y a un effet de suggestion puissante et en même temps de nuance dans l'épithète. Le vers, qui était celui de l'eau dans les strophes qu'on a entendues juste avant, est devenu celui de l'azur ici. Oui, et l'azur vert. De fait, on s'élève progressivement vers le ciel. C'est un poème vertical. Il va dans le ciel. Ça devient au bout d'un moment quasiment une cosmogonie. D'ailleurs, la mer est infusée d'astres. Plus le bateau dérive, plus il se rend dans les étoiles. Oui. Et vous savez aussi l'attachement à la couleur verte par les voyelles et cet étrange transfert qui se fait d'une version à l'autre de voyelles, le U vert apparaissant avant le O bleu dans l'une des versions et le U vert arrivant à sa place alphabétique normale dans la version incluse dans Une saison en enfer. Ah, je suis émerveillé par votre savoir, Pierre. C'est une petite précision, ça a l'air d'une bricole. Mais c'est pas rien du tout, c'est très important. Et en même temps, je justement. pense que ça a du sens, oui. Que vaut justement donc cette inversion selon vous dans voyelles? Alors, il est tout à fait possible que ce soit involontaire. Il est aussi possible qu'il ait songé au Y. Mais je pense surtout que la couleur verte prend d'une version à l'autre une intensité plus forte. Et le bateau ivre, à cet égard, ne fait que renforcer une hypothèse de ce genre. Cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ça, c'est voyelles, dont j'émettais l'hypothèse hors micro avec vous, Pierre Brunel, que c'était en fait une reprise des phares de Baudelaire. Qu'en dites-vous? Alors là, je vous remercie parce que c'est une idée qui ne m'avait jamais traversé l'esprit et qui me séduit immédiatement. Permettez-moi d'ajouter que, puisque nous sommes partis de Nietzsche et Rimbaud, qu'il y a au moins un point de convergence entre eux,
c'est l'admiration pour Baudelaire. Hein. Si Nietzsche ne parle jamais de Rimbaud, il parle de Baudelaire. Et Rimbaud a salué en Baudelaire un vrai dieu. 2 considérations encore sur les strophes qu'on vient d'entendre. 1, le noyer pensif, qui parfois descend, qu'on va recroiser d'ailleurs plus tard, et qui n'est pas sans rappeler la belle Ophélie. Alors, Et juste un point, parce que l'alternative est ici puissante à mon avis, les rousseurs amères qui viennent un peu plus loin, qui elles rappellent davantage Vénus Anadyomène. En d'autres termes, la gracieuse, la délicate, l'éperdue Ophélie, qui vaut à Rimbaud l'un de ses poèmes les plus classiques, et peut-être aussi les plus beaux, me semble-t-il. Et de l'autre côté, la Vénus Anadyomène, le poème n'est pas moins beau, mais l'objet, lui, est ouvertement répugnant. volontairement répugnant. Volontairement répugnant. Alors c'est peut-être l'occasion de dire la continuité qui existe chez Rimbaud. Même si on a l'impression qu'il avance par bond et par progrès extraordinaire, ce bateau ivre, c'est quand même dans le prolongement de son dessin d'enfant, Navigation. Et ça se prolongera jusque dans les Illuminations avec un poème en vers libre des Illuminations qui s'intitule Mouvement, qui est bien, là encore, une sorte d'avancée aventureuse dans la mer avec à bord un couple, cette fois-ci, un couple de jeunesse, un couple qui représente la poésie. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle, elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile, un chant mystérieux, tombe des astres d'or. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns, fortement pommadée, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle, hideusement, d'un ulcère à l'anus. Pierre Brunel, vous êtes plutôt Ophélie ou plutôt Vénus Anadyomène ? Oh, je suis plutôt Ophélie. Mais je vais vous dire ce qui me sidère toujours là-dedans. C'est La l'éventail. première chose, c'est que oui. Ophélie a été à l'origine un poème en vers latin, un exercice pour son professeur Georges Isambard. Et que si rapidement ce soit devenu ce poème français à la facture absolument parfaite et ayant un tel pouvoir d'émotion, c'est quand même véritablement quelque chose de formidable. Et la deuxième chose qui me sidère, puisque vous avez fait ce très heureux rapprochement, et en même temps un rapprochement choquant, c'est à très peu de distance. Belle hideusement, hein, Rimbaud nous y invite. Que Rimbaud écrit Ophélie et qu'il écrit Vénus Anadyomène. Vénus Anadyomène est un poème qui date de l'année 70 et d'avant les vacances ou juste du début des vacances. Hein. Donc le retournement se fait très très vite chez Rimbaud. Peut-être change-t-il d'outil. Après tout, quand il regarde Ophélie, il la voit de haut, il voit le noyer pensif qui parfois descend. Vénus Anadyomène se regarde à la loupe, ce qui laisse entendre d'ailleurs que cette femme, cette prostituée, aurait été sodomisée certes par des hommes, mais plus précisément par des artistes, à une époque où les Vénus des peintres sont souvent des prostituées utilisées comme modèles, Pierre Brunel. Oui, c'est tout à fait vrai. Et il y a aussi cette réunion des contraires chez lui, parce que quand il reprend tout cela à l'automne 1870, quand il se trouve à Douai, il met bel et bien et Ophélie et Vénus Anadyomène dans le même projet de recueil.
On continue cette descente avec vous, Pierre Brunel, dans le bateau ivre. J'ai dit tout à l'heure qu'on irait vers les visions. J'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. C'est la profession de foi du voyant. Voyons donc ce qu'il a vu. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant, au loin, leurs frissons de volée. J'ai rêvé la nuit verte, aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi, des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et les lointains vers les gouffres cataractants. It brings a tear into my eyes when I begin to realize I cried so much since you've been gone. I guess I'll drown in my own tears. Pierre Brunel est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce mercredi, c'est de Rimbaud que nous parlons et plus particulièrement aujourd'hui du bateau ivre. Just like a child, my pouring tears are running wild. If you don't think you'll be home soon. Drown in my own tears, c'est Ray Charles. Voilà un homme qui se noie dans ses propres larmes. Juste un point avant de continuer cette lecture attentive avec vous du bateau ivre, Pierre Brunel. C'est un texte mélancolique. Il y a quelque chose de mélancolique dans le bateau ivre. Il y a des points d'exclamation, les points d'exclamation de l'adolescent qui peuvent exaspérer parfois d'ailleurs certains lecteurs et trouver cet enthousiasme un peu juvénile au fond. Mais c'est un texte profondément mélancolique. En témoigne d'ailleurs peut-être l'emploi du passé simple ici, qui rompt la continuité au profit d'un passé révolu. Qu'en dites-vous, Pierre Brunel ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour moi, la source de cette mélancolie est la suivante. Cette rêverie d'évasion n'est qu'une rêverie, rien ne s'est produit. Cela va tourner court. On aboutira à un échec, on aboutira à un retour, comme dans le texte de Nietzsche que vous avez lu en commençant. Et finalement, c'est vrai que Nietzsche regrette de ne plus pouvoir retourner au fond. Et finalement, c'est sur un constat d'échec que le poème va s'achever. Donc, il ne peut être finalement que mélancolique, en tout cas à la date où nous sommes dans la vie de Rimbaud et dans sa production poétique. Mais comment constater l'échec ? C'est un peu comme le sonnet de Dubélé où il se plaint de n'avoir plus d'inspiration et où il pond un chef-d'œuvre, si j'ose dire. Comment constater l'échec au terme d'un tel triomphe ? C'est quand même étrange. Quel est l'échec ici ? Où se trouve la défaite quand on est capable d'écrire un texte pareil à 16 ans et demi, Pierre Brunel ? Eh oui, mais il y a quand même le retournement qui se produit à un certain moment du texte, et assez tôt, hein, je dirais dans les 10 dernières strophes, ou à peu près. Hein. Le bondissement initial se trouve freiné, interrompu, avec l'amorce vers une fin dérisoire et une fin malheureuse. À la façon des réparties de Nina.
Oui. C'est un drôle de texte. Une centaine de vers Oui. où un amant décrit la totalité des bonheurs Oui, qu'il oui. promet à la femme qu'il aime. Ça s'appelle Les réparties de Nina. Oui. Et elle n'a qu'une seule répartie, c'est à la fin, c'est elle dit « Et mon Et bureau ». mon bureau, oui, oui. Ce qui laisse vraiment le lecteur pantois. pour La le coup. différence, c'est que c'est un coup sec à la fin des réparties de Nina, alors que à la fin du bateau ivre, l'amorce vers le retour est assez longue. Finalement, il se rend compte d'une lassitude, d'un échec, d'une impossibilité, et finalement d'un retour dérisoire à une sorte de condition première. Comment comprenez-vous ce coup sec des réparties de Nina, quand même? C'est une question que je me suis toujours posée, Pierre Brunel. Comment comprendre cette phrase étrange? D'abord, pourquoi les réparties de Nina alors qu'il n'y en a qu'une? Pourquoi on connaît ce texte également comme Ce qui retient Nina? C'est l'autre titre. C'était le premier titre. Voilà, oui. c'était le premier titre. Et enfin, pourquoi Et mon bureau? Eh bien, je crois que c'est tout de même un petit trait de misogynie, sinon de déception amoureuse, en tout cas de grande méfiance à l'égard de la femme. Hein. Son grand élan lyrique, amoureux, qui est à la fois sentimental et poétique, se heurte à une réplique d'une vulgarité absolue. Hein. Et mon bureau, c'est à la fois et le bureau où je vais travailler en tant que secrétaire tous les jours à heure fixe, et mon chef de bureau. Ah, c'est le bureau et le mon chef de bureau. J'ai rêvé la nuit verte, aux neiges éblouies, baiser montant aux yeux des mers avec lenteur. Je précise que lenteur est ici au pluriel. La circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Un point encore sur le vert. Pierre Brunel, et peut-être d'ailleurs un héritage baudelairien, après tout dans Parfum exotique, il voit se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. La mer est bleue, le soleil est jaune, l'ensemble est vert. Baudelaire emploie l'adjectif monotone pour qualifier le vert qui se trouve derrière les Indiens de Caitlin dans ses salons. La monotonie est verte pour Baudelaire et de fait il y a une harmonie chromatique qui tend vers le vert chez Baudelaire. Or ici, dans cette strophe, qu'a-t-on? J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, dernier vers, si j'ose dire, l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Cette fois-ci, le vert, ça n'est plus celui de l'eau, ça n'est plus celui de la coque, c'est celui de la nuit. Et dans le même temps, on retrouve cette harmonie chromatique, ce mélange de jaune et de bleu, Pierre Brunel. Oui. Alors, la nuit verte, il y a même quelque chose de provocateur dans cette expression. Et un de mes sentiments, c'est que ce qu'on appelle la voyance, terme qu'il n'a d'ailleurs jamais utilisé lui-même, de Rimbaud... Il dit doit se faire voyant. Oui, c'est ça. Mais cette voyance, elle a un double effet, elle a une double source. C'est l'imagination, bien sûr. Alors, ça éclate dans Le bateau ivre, qui est une succession de visions, mais c'est aussi ce qu'il appelle dans Alchimie du verbe le sophisme des mots, l'hallucination des mots, et rapprocher nuit de vers. C'est dans Une saison en enfer. Hein, c'est dans Une saison en du enfer. verbe, c'est dans Délire, c'est une saison en enfer, on va en parler vendredi. Allez-y. Mais associer nuit et vers, c'est très exactement cela. C'est une hallucination qui naît cette fois-ci du langage. C'est une vision qui naît du langage, d'une association verbale dont il est l'auteur. Qui plus est, c'est en pleine nuit qu'il voit des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers. Et l'alchimie du verbe, c'est cela. C'est une pratique du langage telle qu'on lui fait dire ce qu'il ne dit pas d'habitude. Glacier, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades, du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulidou montait vers moi, ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais, ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir, à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte,
confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui couraient, tachés de lunules électriques, planches folles, escortées des hippocampes noirs, quand les juillet faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des béhémoths et les maelstroms épais, fileurs éternels des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. Il est quand même étonnant de constater, Pierre Brunel, qu'à mesure qu'on s'élève dans le ciel, en témoigne le fait qu'au début c'est le courant qui guide le bateau, et là ce sont les vents ineffables. À mesure qu'on s'élève dans le ciel, on s'enfonce dans la tristesse. Avec un effet accumulatif très très fort dans ces vers qui viennent d'être lus. Alors en les réécoutant, je pensais à plusieurs choses. Puisque vous avez commencé avec Nietzsche, très curieusement, il y a des images nordiques, des images allemandes presque dans cette partie du poème. Très frappant aussi, mais ça c'est bien connu, le retour de figures bibliques, les béhémoths, de Poe peut-être, une seule fois inscrit dans un texte de Rimbaud, dans la version récemment retrouvée de mémoire qui s'intitule Famille maudite et qui porte en haut à Edgar Poe. Et puis, ce phénomène tout à fait étrange que on assiste à une sorte de reniement, hein, non pas le reniement de Saint-Pierre, mais le reniement de Saint Arthur Rimbaud. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. Il a voulu fuir l'Europe, il a voulu passer par-dessus les parapets, et voilà maintenant que le regret s'empare de lui. Et qu'effectivement, dans son existence même, ces allers et retours vont se produire. La rupture totale avec l'Europe ne se produira jamais. Je me demande si c'est pas un poème sur le passé, au fond, le bateau ivre, au sens où le passé serait mobile, alors que l'avenir est stable. C'est une parabole de Proust. Dans Albertine disparue, oui. Il explique que le passé lui semble infiniment mobile, et pour cause, le passé change à chaque fois qu'il découvre quelque chose de nouveau sur Albertine qui est morte. Oui. Alors que l'avenir, lui semble d'une monotonie, d'une stabilité toute verte, précisément, au sens où il n'attend plus rien. Est-ce qu'en définitive, on n'est pas là face à quelqu'un qui essaie de figer, comme on fixe des vertiges, de figer une fois pour toutes son passé, y compris ses regrets, sa nostalgie? Il y a une sorte même de désespérance vers la fin, et la réduction au petit bateau de l'enfant sur un bassin on va y venir, révélatrice. Hein. Oui, le papillon de mai, ça on va y venir. Avant cela, une métaphore rimbaldienne, là encore, les fientes d'oiseaux, enfin c'est pas une métaphore d'ailleurs, hein, c'est très clair là aussi, les fientes d'oiseaux qui rappellent là encore les réparties de Nina, blanchissant sous quelques lumières, et tout là-bas, une vache fientera fière à chaque pas. La vache est ici devenue un oiseau. Que faire de cela, par exemple, Pierre Brunel? Les réparties de Nina sont-elles antérieures ou postérieures au bateau ivre? Est-ce que vous le savez? Les réparties de Nina sont largement antérieures. C'est un poème de 70 et le bateau ivre un poème de 71. Ah oui, largement, évidemment, largement. Comme tout s'est fait en très peu de temps. Voilà, relativement ça, avec Rimbaud. Un an pour Rimbaud, ça compte énormément. Alors que faire donc de cette métamorphose, de ces vaches ailées, les oiseaux qui fientent? Ce ne sont plus les vaches, ce sont les oiseaux. Qu'en dites-vous? Il y a une sorte de contamination qui s'étend à l'univers entier, vous ne croyez pas? Ah, c'est possible. Ça irait peut-être avec les morves d'azur, d'ailleurs. Ouais. Donc, alors, les enfants qui lisent ce poème lisent Morve d'azur, lisent Fiantra. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on est un enfant et qu'on est attiré d'une certaine manière par tout ce qui relève de la souillure, de la fiente, justement, on est toujours surpris de la trouver dans la poésie. Il y a toujours une sorte d'émotion d'enfant face à un texte hyper classique, archi-classique, qui parle de fiente et de morve. Vous savez, je vais dire quelque chose ici de très très anecdotique. Mon premier contact avec Rimbaud, c'est à l'école primaire, dans la classe de mon père, où on nous fait lire, étudier et apprendre les effarés, mais dans une version où il n'y avait point leur cul en rond, mais leur dos en rond, c'est-à-dire qu'on évitait aux enfants cette petite souillure. Mais on avait réécrit le texte pour les besoins de l'enseignant. Pour l'anthologie mise dans les mains des élèves. Le cul était devenu un dos. Le cul était devenu un dos.
Absolument. Alors je garantis à nos auditeurs que la version que nous proposons ici du bateau ivre, quel bon lapsus, du bateau ivre, est une version qui correspond exactement à la version authentique, qui n'est pas expurgée. On en écoute la fin tout de suite. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer, l'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes, oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Sugar cubes, one lump or two, in the black coffee, the golden crust on the apple pie that shines in the sun at noon, with a wheel of cheese high in the sky. But we're gonna be saints. Pierre Brunel, que veut-il dire quand il dit « Oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer » Comment cet homme qui décrit sa libération, comment ce bateau plus exactement, qui vit, éprouve et décrit sa libération, le modèle de cette liberté libre si chère à Rimbaud, peut-il, au terme de son parcours, réclamer, alors que les fleuves l'ont laissé descendre où il voulait, comment peut-il réclamer encore que sa quille éclate et qu'il aille à la mer, alors que le gouvernail est déjà dispersé, le grappin aussi? Comment se fait-il qu'il demande encore que sa quille éclate et qu'il aille à la mer, alors qu'il est en plein océan? Alors, l'anéantissement est peut-être la seule issue de l'impasse dans laquelle il se trouve placé. Et si on tente le rapprochement avec un poème encore plus tardif de 1872, L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Ou aller avec le soleil. Ou aller avec le soleil, les deux versions existent. Le mouvement qui le porte ici vers cette fusion avec la mer est un peu la même. Ouais, il y a deux choses qui me frappent ici, si vous voulez bien me permettre de le dire. C'est d'abord comment on passe d'un jeu de mots à une image qui s'élargit. On passe des dorades aux poissons d'or et des poissons d'or aux oiseaux d'or, une image durable, puisqu'il y a une pièce de Debussy qui s'intitulera Poisson d'or, puisque Joël Bousquet donnera à l'une de ses amantes le surnom de Poisson d'or, lettre à Poisson d'or. Et puis alors la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, même si ça a une couleur trop historique qui peut gêner ceux qui attribuent au texte de Rimbaud une aura plus vaste, plus intempestive, le dernier mot, les pontons. Là, c'est véritablement le mot qui permet de dater le texte. Ce sont les pontons liés, dans tous les sens du terme, aux forçats qui sont renvoyés après la Commune, qui sont expédiés en Guyane ou qui sont expédiés en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la preuve que ce poème est un poème qui traduit, qui trahit aussi le sentiment de Rimbaud après l'échec de la Commune. Papillon de mer renvoie également à cela. Aussi,
aussi. Il dit, et retour de l'Europe, deuxième occurrence de l'Europe dans le bateau ivre, si je désire une eau d'Europe, c'est la flash. Alors, flash, c'est un petit paquet de C'est la boue, au flaque fond, hein. ardennaise. C'est oui, la flaque ardennaise. C'est ça, une cavité du macadam Oui. qui produit une flaque Oui. sur laquelle qu'un enfant accroupi prendrait pour un terrain de jeu, finalement, et sur Voilà, lequel il c'est- déposerait son C'est son une bateau. réduction terriblement dérisoire de cet espace marin qu'il s'est donné. Mais pourtant, il la désire. Donc, il va après avoir traversé le ciel sur son bateau, il en revient à la flaque, à la cavité du macadam et à un enfant accroupi. Mais imaginez que pour cet adolescent qui a cru dans la libération de la commune, même s'il n'est pas allé à Paris comme on l'a dit, se retrouver dans un Charleville étriqué avec aucun espoir de libération, avec aucun espoir d'innovation politique, c'est bel et bien se trouver dans la situation de ce bateau minuscule dans une flaque ardennaise. On arrive presque au terme de cette émission, de cette conversation, de cette dérive à votre compagnie, Pierre Brunel. D'ailleurs, sur une image encore nietzschéenne, hein, l'image de l'enfant, on a un retour à une forme d'innocence du devenir, sauf que l'innocence est ici mélancolique, alors que chez Nietzsche, c'est le ferment de la joie. De toutes les interprétations du bateau ivre, laquelle vous satisfait le plus? Est-ce que c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte? Est-ce que c'est les visions d'un homme qui consomme des excitants à haute dose et qui pratique à cet égard avec aisance l'alchimie du verbe? Est-ce que c'est une tragédie, hein, avec la reprise par exemple du thème baudelairien du voyage, mais dont l'épilogue serait navrant? Est-ce que c'est un texte historique, ce que le mot de Ponton semblerait dire, décrivant la violence finalement des forces de l'ordre gouvernemental? Ou est-ce que c'est tout simplement, encore on en revient à l'interprétation littérale, l'histoire d'un bateau qui perd la tête? Alors je crois que pour moi, ce poème, c'est une explosion de liberté libre, de ce dont il rêve depuis longtemps, une explosion qui est liée à l'histoire du temps, à ce qu'il vient de vivre, à ce qu'il vient de rêver, une explosion qui se termine malheureusement par une retombée, mais une explosion qui n'est pas sans lendemain. C'est-à-dire qu'on sent très bien que l'énergie qui est dans ce texte pourra renaître, pourra revivre, pourra reparaître et pourra redevenir la source de l'inspiration rimbaldienne. Ce Sans cœur de Rimbaud, un essai de biographie intérieure, c'est de vous, Pierre Brunel, c'est aux éditions Verdier, ça date de 2009, et on vous doit aussi la préface et les annotations des œuvres complètes de Rimbaud en livre de poche. 10h50 sur France Culture, tout de suite, le journal des nouveaux chemins, Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Partons de ce paradoxe inhérent à la démocratie. Si toute démocratie est fondée par définition sur la reconnaissance de l'individu et de ses droits comme valeur suprême, alors comment penser une éthique, une façon de vivre ensemble qui prenne en compte à la fois la dimension privée de l'individu et son existence publique? En d'autres termes, de quelle éthique notre démocratie est-elle capable ? Bonjour Alain Renaud. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie politique et éthique à l'université Paris-Sorbonne et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui paraît en ce moment aux éditions Buchet-Chastel et qui s'appelle « Quelle éthique pour nos démocraties ?» Alors j'ai énoncé le paradoxe de base de toute démocratie, à savoir d'un côté la quasi-sacralisation des droits de l'individu, de chaque individu considéré à égalité avec les autres, et de l'autre la nécessité de faire corps commun, de penser l'existence d'un groupe composé de ces individus, afin de rendre possible non seulement l'avènement de lois, du droit en tant que tel, mais aussi d'une éthique commune, c'est-à-dire donc une manière de vivre ensemble selon des règles qui ne sont pas absolues, mais qui sont néanmoins opérantes. À partir de là, le problème qui se pose et duquel vous partez, Alain Renaud, dans votre livre, est celui qui consiste à constater que plus la société s'individualise, plus il est difficile de produire une éthique. Alain Renaud. Oui, peut-être pour faire transition et pour saluer Pierre Brunel, mon collègue à la Sorbonne, je voulais lui faire hommage d'une phrase de Rimbaud qu'il connaît mieux que personne. Rimbaud a écrit, alors je ne sais pas du tout, mais vous savez tout, donc vous le savez, la morale est une faiblesse de la cervelle. Formule extrêmement provocatrice d'un adolescent. Il est clair que Rimbaud
percevait la morale comme répressive à l'égard de la liberté. Évidemment, il ne pouvait pas savoir ce qu'allaient devenir les sociétés démocratiques, et notamment la culture de ces sociétés, où, par un curieux retournement, c'est précisément parce que nous sommes libres, parce que intrinsèquement, comme membre comme citoyen d'une société démocratique, nous sommes libres, nous possédons des droits égaux, que le problème de l'éthique se pose avec une acuité qu'il n'a sans doute jamais eue, parce que précisément les sociétés démocratiques sont des sociétés, au fond, où tout est soumis à l'appréciation de chacun, avec le problème que vous venez de poser, des limites, le problème des points de repère, le problème de déterminer, au-delà de l'éthique que nous pratiquons dans notre existence privée, de déterminer ce qu'on appelle aujourd'hui une éthique commune ou une éthique publique, et de savoir sur quoi l'étayer. Parce que l'un des grands problèmes, et qui fait qu'il y a besoin d'éthique pour nos démocraties, c'est que, heureusement, le droit, qui nous fournit des repères, le droit ne met pas en place un maillage intégral, fort heureusement. On peut même Oui, pas l'éthique l'imaginer. ne coïncide pas avec le droit, hein, c'est important de Elle le déborde très largement, distinguer les c'est-à-dire deux. que si on imaginait des sociétés qui seraient entièrement maillées juridiquement, où les lois régiraient tout, évidemment, d'une part, ce serait effroyable, et d'autre part, il n'y aurait aucune place précisément pour l'appréciation éthique. Alors, ça n'est pas le cas. Et du coup, quelle représentation d'une éthique pouvons-nous avoir, d'une éthique qui nécessairement pose des crans d'arrêt, définit des limites à un certain nombre de possibles? Quelle représentation pouvons-nous en avoir dans une société qui est fondée sur la reconnaissance des libertés? Donc voilà le problème que j'ai essayé de poser en présence d'une montée en puissance extraordinaire, nous le voyons tout autour de nous, de demandes d'éthique. Par exemple, pour prendre un tout petit exemple, mais qui est très significatif, dans tous les concours de recrutement des professeurs aujourd'hui, et les CAPES notamment, des professeurs du second degré, il y a une épreuve tout à fait nouvelle et sur laquelle tout le monde s'interroge, où le candidat doit, à l'oral, expliquer comment le professeur peut agir de manière, dit la formule, très étonnante d'ailleurs, éthique et responsable. Formule étonnante, mais c'est dans tous les secteurs de l'existence que cette interrogation sur les points de repère moraux ou éthiques, je ne fais pas de différence entre les deux termes, se pose et pose aux philosophes alors des problèmes tout à fait renouvelés. Voilà, il y a un autre exemple que vous prenez et qui met bien en évidence la forme que prend aujourd'hui la montée en puissance des exigences éthiques en général, et c'est le sport. Vous montrez que le sport est devenu aujourd'hui un domaine particulièrement sensible aux réprobations issues de l'opinion publique, puisque dans le domaine du sport, la visibilité est très forte, la mise en image est très importante, et le culte de la performance, que vous situez comme étant le nerf de la compétition sportive, symbolise l'égalité des chances. Et donc du coup, le sport doit donner le sentiment d'être régi par des règles de justice qui soient crédibles et stable. Et c'est pourquoi, dans le domaine du sport, on ne supporte pas la tricherie. Or ça, vous montrez que c'est très emblématique de notre attitude face à l'éthique en général. Oui, c'est très emblématique. Ça ne permet pas d'affiner le problème, mais ça permet de le reposer, si vous voulez. Le sport est par définition un secteur de l'activité où il y a des exigences morales très puissantes. Ne pas tricher, prendre le problème du dopage, ne pas... nuire aux droits des autres compétiteurs, en courant dans leur ligne pendant une épreuve d'athlétisme. Enfin, il y a un certain nombre d'exigences à respecter. Et par ailleurs, dans une société où tout devient presque possible, on voit bien comment, précisément par souci de la performance, ces limites qui font partie de l'éthique du sport tendent à être de plus en plus floues et de plus en plus transgressées, avec là aussi le même besoin. Comment, sur la base d'une culture qui fonctionne à la liberté, trouver des crans d'arrêt? Alors, comment trouver des crans d'arrêt? C'est effectivement la question que vous posez dans votre livre. Mais avant cela, une fois qu'on constate cette montée en puissance des exigences éthiques, comment faut-il se situer par rapport à ça? Est-ce qu'il faut le craindre? Est-ce qu'il faut se méfier de cette demande d'éthique, ou est-ce qu'au contraire, c'est une chose à laquelle il faut aspirer, qu'il faut encourager? Non, moi je crois que c'est tout à fait essentiel, parce que effectivement, nous sommes sortis de la période où la morale apparaissait exclusivement, ce qu'elle peut être aussi, être une faiblesse de la cervelle. Nous avons clairement conçu que, au-delà de ce que délimite le droit, il y a place pour des appréciations. Il y a place pour des choix, et à part des éthiciens extrêmement radicaux, dont je vais sans doute dire un mot, nous sentons bien qu'il nous faut avoir la possibilité de blâmer tel comportement, d'apprécier positivement tel autre, et pour cela de posséder des critères.
Alors, si vous voulez, la tendance dominante aujourd'hui, c'est à minimaliser les exigences éthiques. De dire qu'au fond, les exigences se réduisent au fait de ne pas nuire à autrui et de donner son consentement à une action. À partir du moment où je ne nuis pas à autrui et où je consens à l'acte que j'agis, c'est en quelque sorte éthiquement sans problème. Je pense que cette représentation de l'éthique comme se minimalisant de plus en plus se heurte à des difficultés. Je prends 2 exemples simplement pour les faire Il nous entendre. reste 10 secondes. On peut pas. Alors 2 exemples. Premièrement, la prostitution volontaire. Deuxièmement, le lancer de nains. Eh Ce sont bien, des exemples particulièrement révélateurs. Je suis contente que cet entretien s'achève avec un lancer de nains, donc je renvoie les auditeurs à votre livre pour en savoir plus. Le livre s'appelle « Quelle éthique pour nos démocraties ?» Merci beaucoup Alain Renaud et on le trouve aux éditions Buchet-Chastel. Merci Adèle, on finit avec vous. Eh bien, qu'est-ce que la losophie? Une discipline hybride qui n'est pas tout à fait de la littérature, pas tout à fait de la philosophie, mais qui jouit du meilleur des deux. Le losophe par excellence, c'est Raymond Queneau, le poète, linguiste, philosophe et pataphysicien, qui donne l'air de composer avec la vie lorsqu'il joue avec les mots et qui a passé toute sa vie à écrire en affirmant « Quand je me mets à penser, je ne m'en sors plus ». C'est un très beau dialogue imaginaire avec Raymond Queneau que nous propose Jean-Pierre Martin dans son livre intitulé « Queneau losophe », publié aux éditions Gallimard dans la collection Telle Quelle, qui propose des textes qui décrivent un lien intime et ou imaginaire entre l'auteur du texte et un autre auteur ou un autre thème, un lieu, un objet. Et tous ces textes, généralement, sont presque toujours un enchantement. Et c'est le cas de celui-ci qui est admirablement bien mené par la plume délicate et résolument littéraire de Jean-Pierre Martin, qui fait appel aux lumières de l'imagination pour proposer un portrait très tendre et émouvant du fondateur de l'Oulipo. Donc vive la losophie, donc cette fille de la littérature et de la philosophie, qui tient l'exploration du langage comme une expérience philosophique à part entière et se donne pour but de contourner la raideur du concept pour atteindre la fraîcheur d'exister. Je vais vous emprunter les mouvements, Adèle. De l'Europe aux anciens parapets, à la démocratie, en passant par Queneau. C'était le papillon de Mars de nos faibles cervelles, de nos nains juchés sur des épaules de géants. Une émission que vous retrouverez sur Internet à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent le téléchargement, l'écoute en ligne et une bibliographie Rimbaldo-Ronaldienne pour aujourd'hui. On se retrouve aussi demain, comme tous les jours, de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur Rimbaud.